vous propose aujourd'hui un petit exercice de prospective. On dit souvent que la mondialisation et l'Internet sont en train de fabriquer un monde sans frontières, un monde culturel unique. Alors allons regarder de plus près aujourd'hui pour constater qu'en fait le mouvement est double. Multilatéralisme, mondialisation d'un côté, nationalisme, identité de l'autre. Notre monde change. Est-ce que ces concepts sont cartographiables ? Nous sommes en 1999. On recense dans le monde quelques 195 États dont vous voyez apparaître les frontières sur la carte. Alors pourquoi souligner des frontières pour montrer des États ? Eh bien parce que la frontière, c'est l'institution politique de base d'un État. Sans frontières, aucune vie économique, sociale et politique, juridiquement organisée, ne peut exister. Une nation peut exister sans État, comme les Palestiniens, les Tibétains ou les Kurdes, mais un État ne peut pas exister sans frontières. C'est l'enveloppe territoriale première, le sanctuaire, l'expression géographique d'une reconnaissance politique plus ou moins durable. En 1900, vous le voyez maintenant sur la carte, il y avait 46 États souverains. Le reste des territoires était sous domination coloniale. Alors si les frontières se sont à ce point multipliées au XXe siècle, c'est à cause de deux facteurs principaux. L'idée du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, débouchant sur la revendication des peuples à un État national, voire sur le nationalisme, et puis la dissolution des empires, comme l'Empire ottoman ou l'Empire d'Autriche-Hongrie à la fin de la Première Guerre mondiale, les empires coloniaux, comme l'Empire britannique, ou encore l'Empire soviétique en 1991. En ce début du XXIe siècle, est-ce qu'on assiste à un mouvement qui serait à présent inverse ? Beaucoup de ces 195 États, sous l'effet de la libéralisation des échanges, de la dérégulation des marchés, se sont de plus en plus intégrés économiquement les uns aux autres. Chaque jour, 1500 milliards de dollars sont échangés à travers le monde sur le marché d'échange. Des entreprises fusionnent, sans tenir compte le moins du monde des frontières, l'allemand Mercedes et l'américain Chrysler, le français Rhône-Poulenc et l'allemand Hoechst, ou la Deutsche Bank et l'américain Bankers Trust. Par ailleurs, des États se regroupent pour former des zones d'intégration économique, comme l'Union européenne en Europe, l'ALENA en Amérique du Nord, le Mercosur en Amérique du Sud ou l'ASEAN en Asie du Sud-Est. Bref, les frontières commerciales sont peu à peu résorbées et ce nouveau monde économique contribue à modifier le statut des frontières politiques. Alors prenons concrètement le cas européen, c'est le plus troublant. L'Union européenne est une sorte de modèle géopolitique. Elle a progressivement mis en place le marché unique, où les marchandises, les services, les capitaux et les personnes sont libres de se déplacer. Les pays européens appliquant en principe la Convention de Schengen ont supprimé tout contrôle à leurs frontières intérieures. Or, on constate que l'institution qu'est la frontière se maintient en Europe, voire se renforce. Les contrôles se poursuivent, en fait, le long de ces anciennes frontières. En France, par exemple, pour compenser la libre circulation, des contrôles mobiles sont effectués dans une bande de 20 km le long de la frontière, c'est ce qu'on appelle la volante, et les États qui participent à l'espace Schengen conservent le droit de réimposer des contrôles s'ils le jugent nécessaire. Les volumes de commerce restent beaucoup plus importants à l'intérieur des pays de l'Union qu'entre pays membres de l'Union. Alors la proximité, l'habitude, mais aussi les différences culturelles ou linguistiques, tout cela joue, ce qui prouverait que la frontière continue d'exister, même lorsqu'elle a été abolie administrativement, voire physiquement, et n'est plus, en principe, une entrave au commerce. Phénomène logique, l'allègement des frontières intérieures de l'Union a imposé un report des fonctions sur les frontières extérieures de l'Union. Au sud de l'Europe, l'Espagne renforce sa frontière dans ses enclaves de Ceuta et Melilla, au Maroc. L'Italie signe en 1998 des accords avec le Maroc et la Tunisie pour aider à l'identification des migrants et faciliter leur rapatriement à ses frais. Elle renforce aussi la surveillance du canal d'Otrante en mer Adriatique pour limiter l'immigration en provenance d'Albanie ou plus récemment du Kosovo. À l'est,
Les pays directement frontaliers de l'Union européenne, Pologne, République tchèque, Hongrie, Roumanie, bientôt la Bulgarie, sont mis à contribution pour limiter au départ l'émigration, donc à l'arrivée l'immigration. Ces pays remplissent, le long des frontières de l'Union européenne, une sorte de fonction de filtre. D'un côté, allègement des frontières intérieures de l'Union et de l'autre, renforcement des frontières extérieures. Mais en aucun cas, la fin des frontières ou la fin des États. Au contraire, en Écosse, en Flandre, en Italie du Nord, en Catalogne, au Pays basque espagnol, en Corse, on assiste à l'affirmation de mouvements identitaires, voire séparatistes. Et c'est justement au sein de cette Europe que ces nations peuvent faire valoir leurs aspirations à une plus grande identité. Donc, à l'heure de l'abolition des frontières intérieures de l'Europe, on verrait naître de nouveaux États européens. L'intégration régionale, la mondialisation n'interdisent en rien aux Européens de resserrer leurs liens sur des entités plus petites, plus accessibles, plus familiales. Mais ce qui est paradoxal, c'est que les nouveaux nationalismes européens sont liés parfois aux facteurs économiques. L'Écosse aspire à l'autonomie, car elle disposerait d'une zone économique exclusive, donnant sur les richesses pétrolières de la mer du Nord, qui appartiennent pour le moment à la Grande-Bretagne. La Catalogne et le Pays basque sont les deux plus riches et les deux plus industrialisées provinces d'Espagne. L'Italie du Nord voudrait ne plus payer pour le Mezzogiorno italien, tout comme la Flandre vis-à-vis de la Wallonie en Belgique. Seuls peut-être les Corses veulent devenir indépendants simplement pour affirmer leur identité. On ne peut donc pas toujours dissocier recherche d'identité et recherche de richesse. C'est-à-dire, dit brutalement, certaines régions du monde aimeraient bien se débarrasser de leurs zones pauvres. C'est d'ailleurs ce qui a motivé, en 1992, le divorce tchécoslovaque. Les Tchèques plus prospères s'appuyant sur le nationalisme pour se débarrasser des Slovaques. Ou encore la Slovénie sortant la première de la fédération yougoslave. Tout ceci pour dire, sur la base d'un tel raisonnement, est-ce qu'on va assister au XXIe siècle à une nouvelle prolifération des États? Alors faisons un petit peu de prospective et ayons un petit peu d'audace. Le Mexique du Nord, plus aisé, plus développé, pourrait avoir envie de se délester d'un Sud plus pauvre et plus indien. Au Brésil, les régions sud, où se trouvent Rio, Sao Paulo, pourraient souhaiter se débarrasser du Nord-Est, qui est pauvre et qui vit grâce à leurs subventions. Le Québec, qui depuis plus de 20 ans milite politiquement pour son souverainisme, pourrait sortir du Canada pour des mobiles cette fois économiques. En Asie, certaines îles indonésiennes pourraient faire sécession, dans l'espoir de devenir de nouveau Singapour. Et puis, n'y a-t-il pas plusieurs Chines? Ce n'est pas uniquement le Tibet qui aspirerait à l'autonomie, mais aussi des provinces côtières très développées économiquement par rapport au reste du pays. Et en Inde, certains peuples himalayens, ou bien les Cachemiris ou les Sikhs, pourraient vouloir créer leur propre État. En Russie, à côté des revendications d'identité des Tchétchènes, des motivations économiques pourraient contribuer à l'éclatement de la fédération russe. En Iakoutsie, il y a de l'or, des diamants, du charbon, du gaz. Au Tatarstan, au Bachkortostan, il y a des ressources en pétrole. Dans le territoire de Krasnoïarsk, il est déjà dirigé aujourd'hui comme un État indépendant par le général Lebed. Et puis il y a l'Afrique, où l'indépendance de l'Érythrée en 1993 a remis en cause l'intangibilité des frontières qui étaient issues des colonisations. Eh bien, plusieurs États pourraient être concernés à l'avenir sur l'ensemble du continent africain. Voilà donc quelques-unes des grandes questions de géographie politique qui se posent à nous pour le XXIe siècle. Cela peut sembler paradoxal à l'heure de la mondialisation, or c'est justement le même mobile qui actionne la mondialisation et motive la prolifération des États, c'est-à-dire la recherche de la prospérité économique. La puissance aujourd'hui ne se mesure plus en superficie, en poids démographique, ni même en poids militaire, mais bien en richesse économique. Alors dit autrement, il vaut mieux être petit et riche que grand et pauvre.